Dans cette vidéo, je vais vous présenter le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, ce sont trois paramètres de base en photographie. Peu importe qu'on utilise un vieil appareil photo argentique avec une pellicule 35 mm, un téléphone cellulaire moderne ou encore un appareil photo numérique, le triangle d'exposition et ses trois principales composantes sont vraiment à la base de toute photo. Voici donc ce fameux triangle. Il comporte donc trois aspects: la vitesse d'obturation, l'ISO, qui est la sensibilité du capteur ou du film, et l'ouverture, qui est la grandeur, la grosseur du diaphragme de votre objectif. Par défaut, la plupart des téléphones cellulaires vont avoir une ouverture fixe qui se veut, somme toute, très grande. Donc, elle va laisser entrer beaucoup de lumière, mais la profondeur de champ à ce moment-là est limitée. Je vous invite vraiment à mettre la vidéo sur pause ou encore à télécharger la présentation PowerPoint et à étudier en détail ce triangle d'exposition. Le premier élément, la première composante du triangle d'exposition est l'ouverture de l'objectif. Votre caméra a un diaphragme. Il s'agit en quelque sorte de l'iris de votre caméra et le diaphragme contrôle la quantité de lumière qui atteint le capteur. Encore là, différents appareils photo vont avoir un diaphragme qui fonctionne de façon un peu différente. Je le disais, sur un téléphone cellulaire, c'est généralement fixe, mais des appareils photo plus haut de gamme, comme un DSLR, peuvent même utiliser différents objectifs. Donc, on va pouvoir utiliser non seulement des objectifs avec des ouvertures différentes, mais également avec des longueurs focales différentes. Donc, on peut avoir un objectif grand angle ou encore un téléphoto, par exemple. L'ouverture de l'objectif va avoir un impact sur la profondeur de champ. Et sachez qu'une différence d'un stop signifie une différence de lumière de 2x. Donc, si on passe de f1.4, qui est une très grande ouverture, à f2, eh bien, on a 2 fois moins de lumière qui va entrer. La vitesse d'obturation est le deuxième de ces trois paramètres principaux. La vitesse d'obturation correspond à la durée d'ouverture du rideau de votre appareil. Encore là, tous les appareils photo n'ont pas un rideau de nos jours, mais ce qu'on entend par le rideau, c'est vraiment ce petit mécanisme en métal qui bouge à l'intérieur de votre appareil photo. Si vous avez un DSLR, donc un réflexe numérique par exemple, vous pouvez le voir à l'intérieur si vous enlevez l'objectif. Il se cache derrière le miroir. Nul besoin de vous rappeler de tout ça par cœur, mais il est important de comprendre un petit peu la mécanique derrière. Un appareil photo sans miroir ou encore un téléphone cellulaire vont émuler la vitesse d'obturation avec un mécanisme électronique plutôt qu'avec un appareil physique. En bref, la vitesse d'obturation, c'est la durée d'exposition. La vitesse d'obturation peut également nous aider à créer un flou, par exemple une traînée lumineuse la nuit si on prend une photo d'une voiture en mouvement, ou encore en utilisant une vitesse très rapide, un 5/100 de seconde, on peut figer l'action. Le dernier des trois principaux paramètres, c'est l'ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière ou encore de votre pellicule film si vous utilisez un ancien appareil photo avec un film 35 mm par exemple. Donc un ISO de 50 ou de 100 est peu sensible à la lumière, alors qu'un ISO de 3200 ou 6400 va être extrêmement sensible à la lumière. Il faut savoir que l'ISO a un impact sur le grain, puisqu'autrement, on pourrait simplement utiliser un ISO très très sensible en tout temps et on n'aurait pas trop à se préoccuper de la quantité de lumière disponible. Mais rappelez-vous qu'un ISO plus élevé va être plus sensible, mais en contrepartie, la photo va être beaucoup plus granuleuse. On a un exemple ici du triangle d'exposition. C'est une photo, somme toute, très de base, prise tôt le matin dans un terrain de camping. On voit même quelques véhicules à l'arrière, donc ce n'est pas une photo digne d'être imprimée ou publiée, mais elle vous montre vraiment comment les différents éléments du triangle d'exposition s'arriment pour créer une photo bien exposée. Donc, on a une ouverture ici de f5.6, ce qui n'est pas une très grande ouverture, mais ce n'est pas non plus une très petite ouverture. C'était parfait pour ce moment de la journée. On voit même les rayons
du soleil à travers les arbres. On a une vitesse d'1/6 de seconde, ce qui est très lent. Donc, pour prendre une photo de ce type, il faut idéalement utiliser un trépied ou encore, comme je l'ai fait, si je me rappelle bien, mettre l'appareil photo sur une surface stable. Et on a une ISO de 400, donc encore là, ce n'est pas une ISO hyper sensible, mais c'est quand même une ISO plus sensible que, disons, une ISO de 100, ce qui veut dire qu'il y a quand même un petit peu de grain dans mon image. Mais dans ce cas-ci, c'était le meilleur des compromis, puisque j'avais une surface stable pour déposer mon appareil photo, ce qui fait que j'ai pu utiliser une vitesse relativement lente. Voici maintenant quelques exemples. La photo en arrière-plan est des rapides Hogsback à Ottawa. Et là, on voit qu'on peut vraiment distinguer les gouttelettes d'eau si vous regardez bien dans la chute, ce qui veut dire que j'avais une vitesse d'obturation relativement rapide dans ce cas-ci. Puisque si j'avais utilisé une vitesse plus lente, on pourrait davantage voir un voile dans l'eau, mais là ici on peut distinguer les gouttelettes, ce qui veut dire que j'avais une vitesse d'obturation somme toute rapide. Donc voici un exemple d'une photo prise avec une petite ouverture. C'est le site archéologique de Teotihuacan au Mexique, au nord-est de la ville de Mexico. Donc, pour cette photo, j'avais une petite ouverture, relativement petite, f8. Encore là, on peut aller à f22 avec certains objectifs, même f32, ce qui est très, très, très petit. Mais il faut faire attention. On n'a pas besoin de toujours aller aux extrêmes. Dans ce cas-ci, je voulais une bonne profondeur de champ. F8 faisait l'affaire, d'autant plus que la profondeur de champ n'est pas seulement influencée par l'ouverture de votre diaphragme, la longueur focale de votre objectif va également y jouer un rôle. Dans ce cas-ci, j'utilisais somme toute un grand angle, alors que si j'avais utilisé un téléphoto, eh bien j'aurais dû aussi compenser en jouant un peu avec l'ouverture. Encore là, c'est très technique. Vous allez apprendre ces différentes notions en pratiquant la photo. Mais rappelez-vous que, généralement parlant, une petite ouverture va vous donner une plus grande profondeur de champ. On voit que ma vitesse était d'1/200 de seconde, ce qui est assez rapide, ce qui veut dire que j'ai pu prendre cette photo à main levée. Je n'avais pas besoin d'utiliser un trépied. Et comme c'était de jour, j'ai un ISO de 100, ce qui veut dire que ma photo est très léchée, elle n'est pas granuleuse. Et là, vous remarquerez côté contraste qu'on a un peu de surexposition en arrière-plan dans les montagnes, puisqu'il y avait quand même différentes qualités de lumière à cet endroit au moment où j'y étais. On a maintenant un contre-exemple, cette fois-ci d'une grande ouverture, ce qui veut dire que mon appareil photo pouvait accepter ou prendre davantage de lumière au même ISO et à la même vitesse d'obturation. Donc dans ce cas-ci, j'ai utilisé une ouverture de 3.5, ce qui n'est pas la plus grande des ouvertures. J'ai un objectif qui peut aller à 1.8, mais dans ce cas-ci, j'avais un objectif qui était bloqué à environ 3.5 de mémoire pour cette longueur focale-là, peut-être même 2.8, mais grosso modo, c'est une grande ouverture, ce qui fait que j'ai un peu moins de profondeur de champ. On peut voir les turbines dans ce barrage de façon très claire, et même qu'en zoomant, on pourrait probablement lire ce qui est écrit sur la première des turbines, alors qu'il serait impossible de lire ce qui est sur la deuxième turbine, puisque ma mise au point est plus limitée. J'ai moins de profondeur de champ. La vitesse d'obturation dans ce cas-ci était d'1/80 de seconde. Encore là, ça commence à être lent, mais comme j'avais un grand angle, c'était suffisant. Et un ISO de 800, ce qui fait que ma photo est un petit peu plus granuleuse. Et vous voyez un peu de réflexion, c'est que cette photo a été prise à travers une vitre, donc ça explique un petit peu également les artefacts qu'on peut voir dans la photo. On a ici un bon exemple d'une photo prise avec une vitesse lente, Prague en République tchèque le soir, et là on voit vraiment les gens en train de marcher sur le pont en bas à gauche. On a le château en haut à droite qui est bien illuminé. Même chose pour l'église. Et donc, cette photo semble même un peu artificielle puisque j'ai utilisé une ouverture de f8, une vitesse de 2 secondes et demie,
et un ISO de 100. Et évidemment, la photo a été légèrement retouchée en post-production. Et vous voyez que même avec un ISO de 100, qui normalement est peu granuleux, il y a un peu de grain dans le ciel puisque j'ai retouché mes niveaux de lumière en post-production et ça a eu une incidence sur le grain. Donc, il faut faire attention. Dans ce cas-ci, il y a également une compression là, de la photo en raison du fait qu'elle est dans une présentation PowerPoint. Un contre-exemple, une vitesse rapide en plein jour m'a permis de figer à toute fin pratique ces deux avions dans le ciel d'Ottawa. Je crois que c'était lors du jour du souvenir, si je ne m'abuse, et on peut lire ce qui est écrit sur ces deux avions. J'ai utilisé un téléobjectif, un téléphoto, et on peut voir que les pales les hélices des deux avions sont quand même floues parce que les hélices bougent très rapidement, mais on peut lire ce qui est sur les appareils. Donc, une vitesse rapide dans ce cas-ci m'a permis de figer l'action. Ouverture 9.0, ce qui était très petit, j'aurais pu peut-être me limiter à f5.6, ce qui m'aurait permis d'utiliser une vitesse encore plus rapide, puisqu'il y a toujours, avec le triangle d'exposition, un compromis. Si on utilise dans ce cas-ci une ouverture plus grande, il va falloir réduire la sensibilité de l'ISO, par exemple à ISO 100, ou augmenter la vitesse d'obturation pour avoir la même quantité de lumière au final. Mais donc, ce dont vous devez vous rappeler, c'est qu'une grande vitesse d'obturation ici m'a permis de figer les appareils. À bien y repenser, j'aurais peut-être dû utiliser une ouverture un peu plus grande et une vitesse plus rapide. La raison pour laquelle j'ai utilisé une ouverture somme toute plus petite, c'est que je voulais un peu plus de profondeur de champ pour m'assurer que les appareils qui allaient passer très vite allaient être grosso modo bien mis au point, en focus, si vous me permettez l'expression, malgré le fait qu'ils passaient très rapidement. Ici, on a un bon exemple d'un ISO plus bas, ISO 100, le Colisée à Rome. On voit vraiment les lumières, etc. Et il y a peu de grains dans l'image. Ouverture de f22, encore là. Ouverture très petite pour rien. F8 nous aurait probablement donné le même résultat, mais j'expérimentais. On a une vitesse ici de plus de 2 minutes, ce qui veut dire que mon appareil photo a pris cette photo sur une période de 2 minutes, ISO de 100, donc le ciel est très très noir, il y a peu de grains dans l'image. Ici, on a un contre-exemple d'un ISO élevé, 3.5 d'ouverture, vitesse d'obturation d'un sixième, la caméra reposait sur une surface stable. Il y a beaucoup de grains dans l'image, c'est avec un vieil appareil photo qui n'était pas très performant en basse lumière. Et là, on voit que la photo n'est pratiquement pas utilisable. On peut voir qu'il y a une espèce de statue, ça semble être une chute d'eau le soir, mais le grain est peut-être beaucoup trop élevé dans ce cas-ci pour que la photo soit vraiment utilisable. Donc, en récapitulatif, le triangle d'exposition comporte l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité, l'ISO. Une grande ouverture veut dire que, en gardant la même vitesse et le même ISO, plus de lumière va passer, on va avoir une faible profondeur de champ. Une petite ouverture veut dire qu'on va avoir moins de lumière qui passe, mais une plus grande profondeur de champ. Une vitesse lente peut nous aider à créer des traînées lumineuses, des mouvements flous, à absorber plus de lumière, alors qu'une vitesse rapide va figer l'action. C'est utile avec les longs objectifs, les téléphotos, mais il faut faire attention, une vitesse plus rapide veut dire qu'on a moins de lumière qui passe. Pour ce qui est de la durée d'exposition, il va donc falloir augmenter la sensibilité de l'ISO ou utiliser une plus grande ouverture. Finalement, pour ce qui est de l'ISO faible, un capteur va être moins sensible à la lumière si on utilise un faible ISO, il va y avoir moins de grains. À l'inverse, un ISO plus élevé va faire en sorte que notre capteur est plus sensible à la lumière, mais il va y avoir plus de grains dans notre image. En terminant, quelques autres trucs et astuces. On a ici un bon exemple d'une faible profondeur de champ, donc j'ai utilisé une très grande ouverture. Si je me rappelle bien, dans ce cas-ci, je me suis mis très près de cette affiche, donc j'avais une faible profondeur de champ.
Et donc, en me mettant très proche de cette affiche, de ce marqueur sur un sentier de randonnée qui dit extrêmement difficile, eh bien, j'ai pu faire la mise au point sur ce qui était à l'avant-plan et faire en sorte que l'arrière-plan, c'est mon ami Darren qu'on a vu dans une vidéo précédente, lui, il est maintenant flou. Compression de l'objectif, on est de retour à Teotihuacan au Mexique. J'ai compressé l'arrière-plan et l'avant-plan en utilisant un long objectif. Donc, les gens qu'on voit à l'avant-plan sont en fait à des centaines de mètres de la pyramide de la Lune ici, mais puisque j'ai utilisé un téléphoto, j'ai compressé l'arrière-plan et l'avant-plan ensemble, ce qui nous donne l'impression que les gens sont beaucoup plus près qu'ils ne l'étaient réellement de la pyramide. Encore là, nul besoin de vous rappeler de tout ça par cœur. Je vous invite vraiment à expérimenter de votre côté pour parfaire vos compétences en photo. On a un exemple de ce qu'une photo à l'extérieur avec des ondes d'ombre peut avoir l'air. Donc, on a ma femme ici à Amsterdam. Elle est à l'ombre dans cette sculpture. Et voici la différence avec un flash à l'extérieur. La photo n'est pas parfaite. Il y a des ombres autour de son nez notamment, mais c'est une photo de voyage. Ce n'est pas une photo qui va remporter des prix. On s'amusait avec cette sculpture et ça vous donne un bon exemple de l'importance des fois, même à l'extérieur, de prévoir un flash si vous le pouvez et ça vous permet de déboucher au moins les ombres. Vous voyez la différence? Et non, elle n'a pas perdu ses lunettes de soleil entre les deux poses, elle les a simplement enlevées puisque c'était une photo de test celle-ci et le résultat final lorsqu'on a pris la même photo avec un flash. Et j'étais en voyage, donc je n'avais pas un kit studio complet, j'avais un flash, mais encore là, pour les besoins de la cause, c'était suffisant. En basse lumière, vous devez faire attention, puisque si votre appareil photo est en mode automatique, la façon dont ça fonctionne, et là, quand je parle d'appareil photo, ça vise aussi bien un téléphone cellulaire qu'un appareil haut de gamme, votre appareil photo regarde la scène et va tenter de trouver le juste milieu pour ce qui est de l'éclairage. Ce qui se passe en basse lumière, c'est que votre appareil photo va regarder la scène et se dire « c'est très sombre, je vais surexposer un petit peu ». Dans le cas présent, le problème, c'est que Craig Kielburger, ici, fondateur de Wii, à une conférence il y a plusieurs années, était éclairé. Donc, il s'est retrouvé à être un peu surexposé. Alors qu'en utilisant la compensation d'exposition à la baisse, on voit ici qu'il est beaucoup mieux exposé. Vous voyez la différence? Un peu surexposé, surtout au niveau de son visage. Il est mieux exposé, donc on va sous-exposer souvent, de façon volontaire, des photos prises en basse lumière. L'inverse est aussi vrai. La neige, le sable et l'eau vont surexposer les images parce que la neige, le sable et l'eau vont refléter beaucoup de lumière, ce qui veut dire que votre appareil va avoir tendance à sous-exposer la scène. Donc, vous devez utiliser la compensation d'exposition qui existe même sur beaucoup d'appareils photo cellulaires pour surexposer volontairement la scène. Voici la différence avec la compensation d'exposition. Donc, j'ai surexposé volontairement cette scène et c'est ce dont elle doit avoir l'air plutôt que ici où l'appareil photo a sous-exposé l'image puisque l'appareil recevait trop de lumière. Maintenant, à vous de jouer. Prenez des photos, expérimentez, c'est vraiment la meilleure des façons d'apprendre à faire de la photo. Cette photo a été prise à Monument Valley, qui est à la frontière entre l'Utah et l'Arizona. C'est Darren, encore une fois, qui est au bas de la photo. Et c'est à un endroit qui s'appelle Forrest Gump Point. Donc, si vous avez vu le film Forrest Gump, quand il court à travers les États-Unis, il y a une courte scène où il est à Monument Valley. Eh bien, c'est de ce point de vue c'est ce point de vue qu'on peut voir dans le film, donc c'est devenu un endroit un peu touristique. Donc prenez des photos, expérimentez, bref, à vous de jouer.